Bonjour, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire UbiGreen dédié à la performance énergétique et plus précisément, nous allons voir comment accélérer les économies d'énergie grâce à la collecte des données pertinentes. Je me présente, Caroline, directrice marketing chez UbiGreen et aujourd'hui à mes côtés, nous avons la chance d'avoir Leïla Jbani, Energy Manager à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui nous parlera de son retour d'expérience sur la mise en œuvre des solutions visant à l'efficacité énergétique au sein de la structure de la PHP. Bonjour Leïla. Bonjour. Et Jean-François Moreau, notre expert consultant énergie UbiGreen depuis plus de 10 ans. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Alors, au programme de ce webinaire, nous aborderons évidemment le contexte réglementaire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le décret tertiaire, le décret VAX. Pour cibler évidemment les bonnes économies, il faut avoir de la data pertinente, fiable et par usage. Et pour cela, nous verrons les apports de la télérelève. Ensuite, nous aborderons et nous présenterons, toujours dans une démarche de sobriété énergétique, des clés d'optimisation de gestion des espaces de travail. Et pour finir, nous aurons le retour d'expérience live de Leïla Jbani qui nous expliquera l'approche de mise en œuvre d'une politique de performance énergétique au sein de la PHP. Évidemment, nous conclurons ce webinaire par un temps d'échange et nous avons donc la possibilité vous avez la possibilité d'ores et déjà de poser vos questions dans la partie chat. Charlotte se chargera de les remonter et d'y répondre. Désormais, je laisse la parole à Jean-François qui va démarrer le premier point, le contexte réglementaire. Parfait. Est-ce que tu peux passer le premier slide, s'il te plaît? Bienvenue à tous. Effectivement, premier point pour débuter ce séminaire, c'est le tour d'horizon sur les encadrements, les décrets tertiaires et décrets VAX qui sont aujourd'hui dans beaucoup de questionnements sur le sujet et et sur lesquels on va revenir en termes de situation et d'impact pour vos patrimoines bâtimentaires. Premier élément, le décret tertiaire, avec quelques dates clés. Alors avant de parler de ces dates clés, juste un point quand même, normalement, la première déclaration par rapport à la plateforme Opérate de l'ADEME doit être faite depuis septembre 2022. Et par rapport à cette première déclaration, là on est dans le cadre maintenant 2023, faire une deuxième déclaration, donc ce qui veut dire que le décret est enclenché, certains l'ont enclenché tardivement, certains peut-être le découvrent encore aujourd'hui. Tout le monde n'est pas forcément au même fait des mêmes de ces objectifs. Certains le voient comme une contrainte, mais c'est d'abord et avant tout une opportunité finalement de déclencher des projets d'économie d'énergie qui vont aussi peut-être quelque part contrecarrer la hausse des énergies que l'on subit tous actuellement. Alors, comment ça se passe? Très simplement, une première échéance en 2030, une seconde en 2040 et une troisième en 2050. Première échéance où il va falloir atteindre un objectif d'économie d'énergie de moins 40% sur l'ensemble des bâtiments qui constituent le parc patrimonial décret tertiaire de bâtiments de plus de 1000 m². Donc ça, c'est le premier point important. D'ici là, ce qui veut dire qu'entre maintenant et 2030, il va falloir penser, réfléchir, aider à décider, s'appuyer effectivement sur des données pour pouvoir déclencher des plans de travaux d'efficacité énergétique, pour pouvoir éventuellement identifier les bâtiments qui ne seraient pas, sur lesquels il ne serait pas possible techniquement et financièrement de réaliser les travaux permettant d'atteindre l'objectif de moins 40%. Pour cela, on parle en haut à gauche, au 30 septembre 2026, de dossiers de modulation, de dossiers techniques pour faire sortir le bâtiment qui serait à exclure dans le patrimoine parce que patrimoine classé, ce patrimoine classé, il est difficile sur l'enveloppe de faire une isolation par l'extérieur, par exemple. Donc, il y a tout un ensemble de contraintes techniques qu'il va falloir préciser, analyser, échanger, simuler les impacts éventuellement thermiques de ce qu'il est possible de faire malgré tout, et puis bien entendu les impacts financiers aussi par rapport à une mise en place dans un tel système. Donc si les infaisabilités techniques et financières font qu'un des bâtiments sort, il faut déposer un dossier de modulation. Ce n'est pas juste 3 pages. Ce dossier de modulation, il doit être vraiment justifié pour sortir de l'objectif de moins 40%.
Quand je parlais tout à l'heure de contraintes qui deviennent des opportunités, derrière, c'est vrai que c'est déclencheur de plan d'action de travaux, mais pour faire ce déclenchement de plan de travaux, il va falloir, comme l'a un petit peu introduit tout à l'heure Caroline, avoir les bonnes données, hein, des données de consommation générale, bien entendu, des données de facturation, mais aussi des données éventuellement d'usage ou de sous-usage par rapport aux différentes activités qui se déroulent dans le bâtiment. Donc, c'est quand même un des points clés, c'est faire en sorte d'avoir un système qui a capté les différentes données au bon niveau, là où elles sont. Donc, la bonne data au bon endroit et au bon moment aussi, hein, sans trou dans la cohérence des données, dans la remontée des données. Il s'agit d'avoir tous les éléments de consommation au fur et à mesure. Et là, toute l'importance, effectivement, d'un système qui va permettre de centraliser et reprendre tous ces référentiels de données qui viennent de partout, hein, pour arriver à constituer quelque chose de cohérent vis-à-vis du décret tertiaire et vis-à-vis des actions surtout qui vont être à déclencher au niveau de chacun des bâtiments qui composent ce patrimoine. Sur le décret BAX, quelque part, on a là deux objectifs qui vont se rejoindre parce que le décret BAX, lui, va s'intéresser à quoi? Il va s'intéresser en fait aux bâtiments aujourd'hui neufs qui font plus de 70 kg en chauffage, en CVC, les bâtiments tertiaires existants dont les systèmes ont des consommations supérieures à 290 kW. Donc là, on est vraiment jusqu'en 2025 avec soit des bâtiments neufs, donc plutôt économes, hein, donc avec des surfaces en mètres carrés qui vont se situer plutôt aux alentours de 3 à 5 000 mètres carrés. Pour le 2025, c'est pareil, le premier objectif, les systèmes supérieurs à 290 kg, on est encore avec des surfaces bâtimentaires qui sont supérieures à quelques milliers de mètres carrés, mais dès 2027, tout se rejoint. Hein, on va effectivement, le décret BAX va obliger à mettre en place en fait une GTB. Alors vous allez me dire GTB, système de management de l'énergie, mais quelle est la différence entre tout ça? La GTB, elle va s'intéresser à piloter au plus juste, et quand je dis piloter, c'est commander au plus juste la régulation de chauffage, la régulation de la centrale de traitement d'air, de la ventile, éventuellement des régulations qu'on appelle terminales, c'est-à-dire pièce par pièce ou zone par zone, pour pouvoir vraiment optimiser, régler au plus juste les différentes consignes de chauffage et les départs de chauffage. Cette GTB, elle est vraiment là, bâtiment par bâtiment, pour faire en sorte, bien faire en sorte, hein, de garder en fait en bon régime d'exploitation chacun des bâtiments. En cela, elle est vraiment orientée pour chacun des bâtiments. Et derrière, la plateforme de suivi énergétique va être là pour, c'est très bien, hein, j'ai des GTB partout maintenant, petit à petit, qui vont venir dans chacun des bâtiments. L'idée derrière de la plateforme de suivi énergétique, c'est de reprendre les informations de suivi énergétique pour voir que la GTB, elle fait bien son travail. Hein, c'est-à-dire que le bâtiment, il est bien en bonne exploitation. Combien il y a de bâtiments où il y a une belle GTB toute neuve qui vient d'être installée, ou une régulation hyper performante qui vient d'être mise en place, et puis l'exploitant ou quelqu'un, ou simplement l'absence de suivi de tout ça fait que c'est basculé en mode manuel, le bâtiment il part dans tous les sens, sans que l'on s'en aperçoive. On se dit normalement j'ai une GTB, tout va bien. Le système de management de l'information, de l'énergie, va vraiment donner une vision multisite du suivi énergétique. Donc le décret BAX n'est pas antinomique avec le décret tertiaire, les objectifs se rejoignent, puisqu'on parle de 2027, 70 kg de puissance de CVC, clairement on est dans des bâtiments qui seront aux alentours de 2000 m² finalement, comme pour le décret tertiaire. Et d'autre part, il complète les choses puisqu'il va aller faire dans le sens de davantage de GTB, davantage de régulation dans les différents bâtiments pour pouvoir maîtriser encore mieux l'empreinte énergétique des bâtiments. Cibler les bonnes économies grâce à la télé-relève. Alors déjà, télé-relève, qu'est-ce qu'on entend par là? Télé, c'est à distance, et relever donc les informations qui sont essentielles par rapport à chacun des bâtiments. Et il n'y a pas un bâtiment qui est pareil, il n'y a pas les mêmes informations essentielles sur les différents bâtiments, suivant les années de construction, suivant la façon dont les bâtiments sont aussi utilisés, clairement, et les usages qui en sont faits. Clairement, les données à télé-relever ne sont pas les mêmes. Donc cette notion de télé-relevé, c'est être capable de
prendre à distance finalement l'information ou les informations qui sont pertinentes et d'avoir surtout des informations qui soient de qualité, hein, qui soient vraiment fiables et qui proviennent de différentes sources. On va y venir. Donc, les enjeux pour les entreprises, pour vous, quelque part, votre quotidien, c'est quoi? C'est des volumes de données importants à collecter. Alors, vous allez dire, oui, je collecte des informations venant d'Enedis, hein, avec la consommation générale de mon bâtiment. Je collecte des factures tous les 3 mois venant de mon fournisseur d'énergie. J'ai des données disparates non centralisées. Tiens, dans tel bâtiment, j'ai une GTB. Je suis capable effectivement de connaître la consommation de ma pompe à chaleur qui fait une partie du système et de l'empreinte électrique énergétique. Donc j'ai des données qui sont disparates, non centralisées, chacun a un petit bout d'information. Des erreurs de facturation aussi importantes, hein, si j'ai mes factures qui remontent tous les mois, tous les 3 mois des fournisseurs quelquefois, mais c'est quand même assez fréquent. Il y a des erreurs dans la tarification, dans les relevés de consommation. Donc tout ça, c'est quand même des enjeux qui sont importants et qui s'ajoutent aux fameuses anomalies, dysfonctionnements d'équipements qui ne sont pas forcément détectés. Hein. Je vous dis, ce n'est pas parce qu'on a mis une belle GTB nickel chrome qui fonctionne bien, qui a des bons automatismes, que ça donne une bonne empreinte énergétique au bâtiment, malheureusement. Donc tout ça, c'est des enjeux qui sont forts et pour lesquels le système de management de l'énergie et la télérelève va vraiment apporter des solutions. Donc maîtriser ces données énergétiques, effectivement, on va avoir cette notion d'automatisation de la collecte des données. Aujourd'hui, les fournisseurs vous disent « Ah mais oui, je peux vous fournir vos données de consommation d'énergie que je facture. Oui, je peux avoir aussi quelques éléments d'Enedis ou de GRDF sur la partie consommation relevée par les compteurs communicants. Oui, je peux avoir quelques informations venant de la GTB du bâtiment de Marseille, qui est une GTB de marque X, et puis de l'autre GTB venant du bâtiment de Lille. Et là, je peux arriver à collecter tout ça, mais c'est un gigantesque travail de pouvoir avoir en fait une information qui soit la plus fiable possible et avec le bon niveau de remontée. Donc le système de management de l'énergie, il va être là pour pouvoir effectivement, dans un premier temps, permettre de suivre à distance les consommations, les éléments qui sont clés sur l'ensemble du parc bâtimentaire. Vous allez me dire, si j'ai que 2 ou 3 bâtiments, ça va, je m'en sors. Mais quand j'en ai 2, 3, 10, 50 qui sont répartis en plus géographiquement, donc avec des situations météorologiques complètement différentes, des usages réels qui sont différents, clairement, là, le système de management de l'énergie multisite, il est vraiment très important. Certains, effectivement, ont aussi des problématiques de refacturation interne, hein, de répartir les charges en fonction de l'usage réel du bâtiment. J'ai un bâtiment tertiaire avec différents locataires, c'est répartir effectivement les charges communes sur chacun par rapport à l'empreinte de mon bâtiment. C'est aussi faire de la refacturation interne dans des grosses structures où j'ai des boutiques, où j'ai des éléments qui viennent effectivement des centres commerciaux, hein, qui ont besoin de cette empreinte par rapport aux charges énergétiques. Collecter les données et les fluides suivant les usages du consommateur. Hein, là aussi, c'est vraiment un point clé. Hein. Donc, il y a l'usage général, le fameux point de livraison général du bâtiment, c'est une chose, le comptoir Linky, et puis derrière, c'est comprendre les usages qui sont dessous. Qu'est-ce qui est important de suivre? Ma centrale de traitement d'air, elle est très importante. Ma ligne de production X, qui a une machine qui est extrêmement énergivore, je veux comprendre effectivement sur ce départ électrique quelles sont les consommations énergétiques qui sont associées, et ceci en rapport peut-être avec les durées d'usage. Pour derrière pouvoir identifier les gisements d'économie d'énergie, les fuites et ou dysfonctionnement des équipements. Hein, c'est bien de remonter ces informations-là, c'est bien aussi de pouvoir être dans un régime d'alerte quand on s'aperçoit que l'on sort finalement de la bonne épure, hein, avec une dérive peut-être sur les différents bâtiments. J'ai Charlotte qui me met un message en même temps, je n'ai pas compris. Je poursuis. Donc, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que cette télé-relève va permettre de générer des économies d'énergie. Et là aussi, alors suivant les retours d'expérience, hein, on va parler de 5, de 20%, de 30%. Cette télé-relève, elle peut aussi permettre de voir si les contrats
d'énergie qui sont passées bâtiment par bâtiment sont avec des puissances souscrites qui sont suffisantes ou pas. Hein. Donc là, il y a à la fois des gains peut-être cachés qui peuvent être vraiment dégagés juste au travers de cette visibilité. Hein, imaginons un conducteur automobile qui conduit mais qui n'a pas idée de sa vitesse et derrière, clairement, c'est quand même compliqué de conduire. Donc, voilà, c'est vraiment ça en fait l'approche énergétique hein, de suivi et d'automatisation de la collecte. Et cette automatisation de la collecte, ce qui est important, c'est qu'elle va avoir plusieurs sources possibles. Et ces sources, ça va être quoi? Ça va être effectivement, alors là, un petit peu de teasing, hein, puisqu'on a mis le petit nuage UbiGreen. Hein, nous, ça fait 10 ans qu'on est là-dedans. Hein, c'est quand même un point important. Et ce que nous ont demandé nos clients, c'est à la fois, évidemment, la vision de ce qu'il aurait facturé, remonter automatiquement les flux de factures et de consommés facturés venant des fournisseurs. Et ceci, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait de la façon la plus automatique possible avec des liens privilégiés avec leur site internet ou leur système d'information pour pouvoir remonter finalement les différents éléments de facture venant des différents clients qui sont contractualisés avec. Donc ça, c'est le premier canal de communication finalement de quelque part de remonter les flux factures. Ce que nous ont demandé aussi nos clients, c'est, suivant leur configuration, j'ai déjà commencé un petit peu à l'aborder, c'est évidemment avoir une vision des compteurs généraux hein, par bâtiment. Hein, donc là, avoir une vision venant d'Enedis, hein, être capable effectivement, avec Enedis, on a là aussi un lien privilégié qui va permettre d'avoir une information très fine finalement dans le détail, jusqu'au détail de la journée, hein, puisqu'on est avec ce qu'on appelle des points 5 minutes ou 10 minutes. Alors qu'est-ce que c'est que des points 5 ou 10 minutes? Sans rentrer dans le détail du détail, c'est simplement avoir une vision finalement sur ce qui se passe dans le bâtiment de façon plus fine ou au contraire de façon agrégée, hein, puisqu'en fait une bonne plateforme de suivi énergétique, elle va être là pour garder les données, hein, pour pouvoir avoir des historiques conséquents et pouvoir procurer des analyses par rapport en fait à ces historiques de données. Un autre point qui est important aussi et qu'on va retrouver dans le décret tertiaire, hein, puisque finalement on détermine une année de référence qui est un point de départ par rapport à une économie à atteindre, clairement cette année de référence, elle va dépendre comme facteur externe, hein, comme facteur d'influence des données météo. Un même bâtiment construit de la même façon, orienté de la même façon, s'il se situe à Strasbourg ou à Marseille, clairement, il n'aura jamais la même empreinte énergétique et donc le même régime de consommation. Et de la même façon, un même bâtiment situé toujours cette fois-ci à Bordeaux, ce bâtiment à Bordeaux, suivant les conditions météo de l'année N par rapport à l'année N-1, son empreinte carbone va être son empreinte énergétique et carbone va donc être différente suivant les conditions météo. Donc, c'est le facteur d'influence. Donc, là aussi, c'est aller prendre les informations des données météo en les associant à chacun des bâtiments pour pouvoir avoir cette consommation décorrélée de la météo et pouvoir comparer si finalement ce que je regarde en 2022 par rapport à ce que je regarde en 2023, décorrélé de la météo, j'ai bien une diminution de mon empreinte énergétique. C'est quand même des points importants. Et puis, bien entendu, dans tout ce qui est aussi lié finalement à cette télérelève, c'est aussi être capable d'avoir des données d'activité ou des données techniques qui sont clés par rapport aux consommations. Alors, je vous en cite deux exemples. Effectivement, j'ai ma ligne de production, j'ai une machine de production qui était en 2.8 l'année dernière, elle passe en 3.8 cette année, c'est une ligne extrêmement énergivore. Ces données d'usage, d'activité de cette ligne de production, indépendamment de remonter la consommation proprement dite de la ligne de production, c'est des choses qui sont très importantes, qui sont des facteurs d'influence. Et puis si on regarde sur la partie tertiaire, les données d'activité, c'est typiquement les horaires d'ouverture de bâtiments, ça c'est la première chose. Et après, intrinsèquement, c'est quelles activités dans mon bâtiment. Aujourd'hui, on a des CPE sur des bâtiments neufs, hyper performants, où il était prévu 300 personnes. Et donc un objectif par rapport à le contrat de performance énergétique. Mais si le bâtiment il est occupé maintenant par 400 ou par 500, clairement, son empreinte énergétique du fait de son usage est complètement différente. Donc je reviendrai après sur cette notion d'usage des bâtiments, mais c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et derrière, la plateforme de SME, qu'est-ce qu'elle doit être capable de faire? À partir de ces données qui sont à la fois générales, mais qui peuvent être donc des données je n'ai pas insisté trop là-dessus, mais prise de température, sur de départ de température de chauffage, de télérelève sur des départs de mesures électriques ou autres particulières. Donc, être capable de restituer sous forme de tableau de bord, de suivi, d'alerte,
les consommations, les évolutions de consommation, des dérives éventuelles, et puis contrôler par rapport aux dépenses, aux facturés et au budget qui éventuellement était prévu, hein, donc par rapport aux objectifs. Donc voilà un petit peu la télé-relève, hein, l'importance que ça a. C'est pas juste aller prendre des informations chez un fournisseur, aller prendre quelque part des données météo sur une station météo donnée. C'est vraiment être capable de faire cela dans un contexte multisite et de la façon la plus précise possible. Alors la précision, elle n'est pas forcément là aussi, hein, il s'agit de ne pas tout mesurer, hein, mais il s'agit de mesurer ce qui est pertinent de mesurer. Et là aussi, avoir une plateforme, c'est bien. Savoir quelles données mettre, c'est aussi un point important. Donc, l'accompagnement que vous pouvez avoir en assistance à maîtrise d'ouvrage par des plateformes comme la nôtre ou par des bureaux d'études thermiques spécialisés dans toute cette approche de la rénovation énergétique, elle est clé, hein, aussi pour bien comprendre ce qu'il faut mesurer et puis derrière être capable effectivement d'avoir le suivi qui va bien. Donc, effectivement, déterminer des objectifs prioritaires, hein, la performance d'un équipement ou d'un bâtiment, déjà, c'est pas la même chose, hein, c'est clairement différent, même si peut-être cet équipement, il fait les 3/4 de la consommation énergétique du bâtiment. C'est aussi voir dans le cadre d'un CPE, hein, qu'est-ce qui se passe, où on en est, suivre tout ça. Aller jusqu'à cette notion de performance environnementale, hein, de reporting RSE. Là aussi, qui dit énergie dit forcément empreinte carbone, hein. Une plateforme de suivi énergétique va être capable aussi de calculer les empreintes carbone, hein, donc les émissions de gaz à effet de serre, en fonction des typologies d'énergie qui sont remontées dans la plateforme. Faciliter la performance de l'exploitation. Bah oui, on a une belle GTB, on a un exploitant qui se débrouille plutôt bien, mais quelque part, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, il ne le verra peut-être pas tout de suite. La possibilité d'avoir des alertes, des choses qui vont permettre directement par rapport à cette dimension énergétique d'avoir une action éventuellement de l'exploitant ou une réaction dans la GTB, hein, pour pouvoir piloter le bâtiment ou le remettre sur les bons rails. Démarche globale de maîtrise de l'énergie, important, les indicateurs, hein. On parle d'IPE, d'indicateurs de performance énergétique, c'est clé. Si on veut mesurer son plan d'action, hein, j'ai un centre commercial, j'ai une centrale de traitement d'air, je vais complètement la rénover, j'en attends 20 ou 30% d'économie, ne serait-ce que par l'efficacité du système nouveau qui sera mis en place. Mesurer avant-après, c'est important pour pouvoir effectivement comprendre les plans d'action. Alors, il ne s'agit pas de tout mesurer, hein, mais vraiment de s'intéresser à ce qui est important. Donc, cette notion de plan d'action, elle est clé, hein. Donc, l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou la compétence en énergie management, elle est clé aussi dans vos entreprises, hein, pour pouvoir effectivement mettre en place les bons plans d'action, pouvoir suivre tout ça, pouvoir aussi sensibiliser les utilisateurs et les occupants, hein. Les occupants, ils arrivent, ils sont peut-être maintenant un jour sur deux dans le bâtiment tertiaire parce qu'ils travaillent en partie en télétravail. Clairement, ils veulent un confort, ils veulent d'ailleurs même un confort qui se rapproche du confort qu'ils ont chez eux. Laisser la fenêtre ouverte, hein, combien de fois, voilà, c'est des choses vécues. Voilà, autant chez soi on fait attention, autant dans un bâtiment tertiaire que l'on vient juste occuper, la dimension n'est pas la même. Donc la sensibilisation de tout le monde est importante. D'ailleurs, on l'a vu, hein, puisque l'opération, moi j'appelle ça l'opération col roulé là, qui s'est déroulée cet hiver, on a vu que rien qu'avec ça, on avait sensibilisé et diminué les consommations, indépendamment de l'hiver très doux que l'on a eu. Donc, identifier les anomalies, j'en ai déjà parlé. Dérives de consommation, très importante, hein. Une centrale de traitement d'air, il y a des filtres et des systèmes de filtration. Si ce système de filtration, il s'encrasse plus vite que prévu par rapport à la maintenance, bah, clairement, là, si on a une alerte sur le départ électrique de la centrale de traitement d'air, on va voir que la dérive est conséquente au bout de 1 à 2 jours et que donc, clairement, on est en train de s'approcher du bouchage du filtre et donc de la surconsommation qui est associée. Donc là, clairement, on va pouvoir identifier des anomalies, des dérives de consommation, voir aussi s'il y a des dépassements de puissance souscrite, hein. J'ai un contrat avec une puissance souscrite à 100. Est-ce que dans mon quotidien, finalement,
je suis à 50 en moyenne, je suis à 80 en moyenne, je suis à 50 mais avec des pics tous les matins entre 9 et 10 à 120. Voilà, ce genre de choses, c'est vraiment important de pouvoir suivre parce que là aussi, il y a des gisements d'économie derrière, hein, donc qui vont permettre d'adapter les contrats d'énergie, de faire en sorte que finalement le contrat d'énergie soit le plus adapté possible par rapport à l'empreinte énergétique du bâtiment, à sa vie au plus juste. Effectivement, dans certains cas, refacturer les locataires et puis répondre aux différentes normes, hein. J'ai parlé du décret tertiaire, mais il y a aussi l'ISO 50001. Hein. Certains de nos clients ont effectivement été dans cette approche de télérelève, d'abord avec les points de livraison généraux, puis ensuite avec des plans de comptage sur certains bâtiments dans une démarche ISO 50001, donc de mise en place de plans d'efficacité énergétique. La courbe de charge, j'en ai déjà un tout petit peu indiqué, c'est ce que vous voyez là à l'écran. Hein. L'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir une vision extrêmement détaillée finalement du quotidien de la consommation. Et ce que vous voyez en haut, c'est effectivement ma puissance souscrite auprès de mon fournisseur et en heure pleine, heure creuse, été-hiver. Hein, ça peut être aussi quelque chose de variable. Et ce que je vois en dessous, c'est mon profil de consommation avec là des points 5 ou 10 minutes. Hein. Donc, je vois si j'ai déjà quel est mon talon de consommation. Je vais pouvoir comparer d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, ou au contraire, avoir une vision sur une année complète et voir si cette vision sur l'année complète ne me ferait pas diminuer ma puissance souscrite. Donc là, les outils doivent vous permettre aussi dans cette dimension-là de simuler une diminution de puissance souscrite et de voir si ça a un impact économique important. Et puis, dans le cadre du décret tertiaire, effectivement, télérelève va permettre aussi de séparer ce qui est du domaine purement industriel de ce qui est du domaine du bureau, de la salle de formation, de l'espace gymnase sportif, etc., ou réfectoire, des différents usages proprement dit de production et de pouvoir vraiment identifier ce qui est consommation d'énergie associée aux usages tertiaires. Sur les factures, là aussi, très important, hein, c'est le deuxième canal, si vous vous rappelez le petit schéma de tout à l'heure, hein, c'est être capable effectivement de remonter les factures d'énergie, hein, et donc d'avoir les décompositions aussi par de cette facture d'énergie entre la TURPE, la taxe, etc., tout ce qui la compose. Collecter les énergies par usage, effectivement, on va s'intéresser d'abord à ce qui représente dans la majorité des bâtiments, mais là aussi, hein, bâtiment par bâtiment, année par année, cette consommation n'est pas la même suivant l'usage du bâtiment et suivant effectivement son année de construction et les rénovations qu'il a subies. Donc la CVC, l'éclairage, les usages métiers, tout ça, ce sont des choses qui sont importantes à identifier et qui sont liées quand même à l'activité tertiaire qui est associée. Et puis derrière, effectivement, c'est être capable d'avoir des bilans de consommation par usage, de pouvoir comparer aussi hein, un même usage bâtimentaire, hein, interbâtiment, donc de voir ceux qui éventuellement sortiraient d'une médiane par rapport à un usage donné, etc. Et puis, ce que je citais tout à l'heure, les facteurs d'influence. Les facteurs d'influence, il y a les variables indépendantes de l'activité et puis les variables dépendantes. Je vous ai cité le taux d'usage de ma ligne de production, mais c'est aussi évidemment les surfaces, les taux d'occupation. Hein. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Pour derrière avoir effectivement les possibilités de benchmark, de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire de décorréler de tout ce qui est composante météo, hein, les fameux DJU, DJF. Hein, ça c'est effectivement s'écarter, s'abstenir finalement de la variable météo pour pouvoir avoir vraiment une consommation intrinsèque. Et puis, être capable aussi de remonter des informations venant des différentes GTB. Hein. Donc, un bon système de management de l'énergie doit être capable de se connecter aussi bien avec une vieille GTB d'il y a 30 ans qui sait échanger en mode bus qu'avec une GTB moderne en BACnet ou autre protocole industriel performant. Et pour remonter éventuellement des données complémentaires en fait hein, à l'énergie. Les températures de sortie de chaudière, les températures extérieures, certains rendements ou taux de renouvellement d'air, etc. Ce sont des choses qui peuvent être importantes en complément. Et là aussi, quand vous choisissez une solution de SME, l'important c'est d'avoir aussi cette capacité en fait de la solution à
à la fois aller prendre éventuellement des données dans des systèmes de GTB différents ou dans des systèmes particuliers différents, bâtiment par bâtiment, ou aller récupérer simplement une information de comptage communicant, et ceci sans toucher au système d'information du bâtiment. Hein, donc, par un petit module radio, un réseau IoT, derrière, on va aller récupérer l'information du compteur communicant, la remonter par ce petit module radio vers la plateforme, comme toute autre information venant d'Enedis ou du fournisseur. Et puis poser des alarmes. Hein. Des alarmes, ça peut être sur des températures, ça peut être sur des kilowatts, sur des dérives de consommation comme j'ai cité, ça peut être sur des consommations en dehors d'ouverture, hein, typiquement des consommations d'eau alors que le bâtiment il est fermé. Hein, donc clairement, il y a une fuite non détectée. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes avant d'attendre les 3 mois de la facture suivante d'eau qui fait mal et pour lequel il faudra réagir très tardivement. Un exemple avec le conseil départemental de Haute-Garonne, où là, effectivement, depuis plusieurs années maintenant, hein, les 250 bâtiments, principalement des collèges, sont sous management de l'énergie. Et donc, ce management de l'énergie accompagne finalement toute la diminution de l'empreinte énergétique et carbone du bâtiment. Hein, donc, avec à la fois dans la logique de réfection de certains bâtiments, de changement de mode de chauffage, de mise en place de suivi plus précis, hein, sur certaines données télérelevées. Là aussi, ça peut être des températures, hein, il y a des musées, il y a des gymnases, il y a plein de choses. À chaque fois, cette dimension énergétique est suivie pour les fonctionnements des équipements CVC. Donc optimiser les usages, effectivement, je vais pas enfoncer des clous là, c'est évident. Il y a un coût, de l'énergie, il y a des objectifs, et puis il y a des potentiels qui sont vraiment importants. Hein, j'insiste là-dessus, le moins 40% à 2030, ça peut paraître énorme, mais c'est pas si énorme que ça, et c'est vraiment, dans la plupart des cas, assez facilement réalisable. Et ceci dans un contexte où le mode d'usage du bâtiment tertiaire peut avoir beaucoup évolué aussi. Hein. Aujourd'hui, il y a du télétravail, il y a du mode hybride, là, entre tantôt je suis à la maison et je télétravaille, tantôt je viens au bureau. Tout ça change aussi la donne en termes d'usage proprement dit du bâtiment. Hein. Et là, quand on parle d'usage du bâtiment, donc d'occupation de ce bâtiment, indépendamment de ses horaires d'ouverture, combien il y a de personnes dedans? Le mercredi, tiens, la plupart des personnes sont en télétravail, j'ai 3 étages qui sont chauffés, est-ce que c'est vraiment utile? Voilà. Donc effectivement, c'est en fonction de l'occupation réelle, hein, c'est être capable de mieux piloter le bâtiment, de mieux comprendre effectivement quelle diminution d'empreinte énergétique je peux avoir, indépendamment de toute l'optimisation fine que je peux faire pièce par pièce. Hein. Vous allez entendre parler de régulation pierre par pierre, vous allez entendre parler d'anticipation en fonction de l'inertie du bâtiment pour pouvoir anticiper les conditions météo, avoir toujours des conditions d'accueil qui soient optimales quand j'utilise le bâtiment, etc. Dernier petit point, avant de passer la parole à Laïla, j'ai été peut-être un peu long. Donc nous, ce que nous ont demandé nos clients, c'est vraiment de traiter les 2 leviers du bâtiment éco-responsable. La partie énergétique fluide, hein, et il y a l'eau aussi hein, dans cette notion de fluide, l'eau ou d'autres gaz ou fluides qui seraient importants. Et puis il y a la partie optimiser les espaces. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre les deux? Le rapport entre les deux, c'est vraiment cette notion d'usage du bâtiment. Hein, aujourd'hui, l'usage de l'immobilier de bureau en particulier est complètement changé. Hein, le télétravail change les choses, le mode flex office change les choses, le mode hybride de travail change les choses. Et avoir une notion de réservation, d'espace, etc., c'est une chose, mais la réservation, ce n'est pas l'occupation du bâtiment. Il y a vraiment un différentiel important entre je réserve une salle de réunion et j'occupe une salle de réunion. Donc, c'est comprendre vraiment l'occupation réelle pour pouvoir adapter vraiment l'équation énergétique du bâtiment. Donc, cette occupation réelle, hein, quand aujourd'hui on regarde sur le marché, je réserve une salle, 30 à 40% des salles réservées ne sont pas utilisées. Hein, et à l'inverse, il y en a qui tournent pour chercher des salles. Quand je réserve même un espace dans un flex office, il peut m'arriver de ne pas venir, d'être retardé, de rester finalement à la maison. Je ne vais pas aller modifier forcément ma réservation. Donc, la réservation, c'est un process humain. Comprendre par une captation de l'information de présence, hein, simplement, est-ce qu'un bureau est occupé, est-ce qu'une salle de réunion est occupée, par combien de personnes, change aussi la donne par rapport à
être encore plus précis sur l'efficacité énergétique du bâtiment. Et c'est vraiment cette logique-là d'immobilier plus éco-responsable et d'offre globale vers lequel nous ont orienté en fait nos différents clients. Voilà, j'en ai terminé. Je vais passer peut-être la parole. Merci Jean-François pour ce partage riche en informations, de pistes, de réflexions et bien sûr quelques actions concrètes d'optimisation. Donc, en parlant alors, juste, je n'ai pas l'affichage, mais c'est pas grave. On va poursuivre donc avec Leïla. Donc, en parlant d'immobilier éco-responsable, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui Leïla Jbani, qui est Energy Manager au sein de la PHP, avec qui nous travaillons depuis 2021 et qui va nous parler des actions mises en place au sein de cette structure d'envergure afin d'appliquer une politique toujours active de sobriété énergétique. Donc, Leïla, nous avons déjà tous entendu parler plus ou moins de la PHP, mais je vous laisse quand même présenter en quelques mots la structure. Alors, rebonjour à tous. La PHP est donc un centre hospitalier universitaire à dimension européenne. Donc, il est structuré en 6 GHU, donc 6 groupements hospitalo-universitaires, qui regroupent plus de 38 hôpitaux, donc au total. Nous avons aussi d'autres structures, comme par exemple le siège institutionnel, c'est de là où je vous parle. Nous avons aussi 2 blanchisseries qui ont du coup un process qui est très industriel et qui traite du coup tout le linge de la PHP, donc les 38 hôpitaux. On a également des centres de formation, un petit peu partout du coup en Île-de-France. Et donc, on est premier employeur d'Île-de-France avec à peu près plus de 100 000 professionnels. Et on est inscrit dans une démarche volontaire on va dire, d'économie d'énergie depuis 2013. En bref, une petite présentation très brève de la PHP. Très bien. C'est vrai qu'on a tendance à avoir principalement la voilure du centre hospitalier de soins, comme vous l'avez expliqué, Leïla, mais c'est vrai qu'en toile de fond, et non des moindres, on a un centre hospitalier universitaire en plus d'un centre de recherche à dimension internationale. Donc, justement, en fait, par rapport à la formation et l'offre de soins, tout à fait. Exactement. Donc, par rapport à ce grand centre hospitalier que représente la PHP, il y a effectivement derrière tout cela un parc immobilier conséquent. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment aujourd'hui est structuré le mix énergétique de la PHP? Alors, donc nous aujourd'hui à la PHP, comme je vous ai dit, donc on est 38 hôpitaux au total avec beaucoup de structures annexes aussi. Donc ce qu'on appelle des PIC, qui sont là des services en fait pour aider au bon fonctionnement des hôpitaux. Toutes ces structures-là ont une consommation énergétique très conséquente. Si on devait donner un ordre de grandeur, on dirait que tout fluide confondu, on est près d'1 TWh de consommation annuelle sur un parc patrimonial d'à peu près 3,5 millions de mètres carrés. Et donc, vous imaginez bien que avec tout ça, on a une multitude de points de livraison, électricité, gaz et chauffage urbain. Donc ça vous représente un petit peu tout le mix énergétique qu'on a au niveau de la PHP. Donc on est principalement du coup sur de l'électricité. On a beaucoup de chauffage urbain parce que on a une majorité des sites qui sont intramuros et donc qui sont connectés sur la CPCU, donc la compagnie parisienne de chauffage urbain. On a quelques points qui sont sur le réseau gaz, mais pas
ce n'est pas aussi conséquent que le chauffage urbain. Et puis, pour les autres hôpitaux qui sont franciliens, du moment où on a la possibilité de venir se raccorder sur le chauffage urbain d'une commune, on le fait. Donc, on a vraiment cette politique volontariste de vouloir verdir notre mix énergétique, de vouloir y intégrer quand c'est possible, financièrement et techniquement viable, donc des énergies renouvelables. Donc là, on est principalement sur le chauffage urbain, mais on a également 2 centrales biomasse, une sur Avicenne et une sur Charlevoix. Donc là, ça vous donne un petit peu sur le mix énergétique global de la ville. Oui, en effet, c'est on va dire une consommation énergétique assez conséquente, mais qui finalement va aussi de pair avec toute la surface totale, en tout cas du bâti que représente votre structure. Vous aviez abordé tout à l'heure la partie effectivement de ce mix énergétique. Mais finalement, quelles sont les principales problématiques auxquelles vous avez affaire, parce que vous avez une multitude de sites et de consommation et de suivi à réaliser dans le cadre justement de votre politique énergétique en place. Quelles sont les principales problématiques auxquelles vous devez répondre aujourd'hui? Alors, je dirais en fait les principaux challenges qu'on a aujourd'hui et qu'en fait on rencontre de par donc toutes les contraintes en fait qui s'imposent au milieu hospitalier. Donc déjà nous en fait effectivement on est une structure quand même qui est assez colossale. Donc, on a 36 hôpitaux, on a beaucoup de points de livraison. Donc au début on avait cette problématique en fait de la concaténation, on va dire, de la donnée. Parce qu'on a une multitude de sites, il fallait tout avoir en fait sur une seule et même plateforme, d'où l'objet du coup du premier marché qu'on a lancé en 2018 et à l'issue duquel le titulaire était UbiGreen. Ça nous a permis en fait de venir compiler toutes les données ELEC, chauffage urbain et gaz donc sur la même plateforme qui est UbiGreen. Donc ça nous a permis de mieux piloter nos consommations, de mieux gérer du coup notre efficacité énergétique. Donc déjà, il y a ce point de multitude de PDL. Ensuite, le deuxième point, en fait, on va dire que c'est plutôt en fait la performance qu'on doit maintenir au niveau des hôpitaux en essayant d'offrir aux patients la meilleure offre de soins possible. Et donc, en fait, si vous voulez, l'hospitalier, ce n'est pas du tertiaire pur, hein, parce qu'on a des grands plateaux techniques, on a de la réanimation, on a des blocs, etc., qui sont équipés avec des équipements qui sont très énergivores et donc très performants. Mais le challenge, c'est en fait essayer de maintenir une offre de soins de plus en plus performante sans forcément exploser nos consommations énergétiques. Donc ça, c'était vraiment le gros challenge qu'on avait à monter. C'est pour ça qu'on a anticipé tout ça depuis 2013 avec une politique énergétique quinquennale, avec différents axes, en fait, avec une sobriété énergétique aussi, qu'on essaie de mettre au sein de nos hôpitaux et des structures donc annexes également. Donc ça, c'était vraiment le plus gros challenge. Les actions mises en place, donc c'est ce que je vous disais, donc c'est la sobriété énergétique quand on peut, essayer de choisir du coup des équipements performants également énergétiquement, et pour toutes les opérations de réhabilitation majeures ou bien des opérations nouvelles de construction, on est donc certifié HQE, donc haute qualité environnementale, mais du coup également dans cette certification il y a un grand volet de sobriété énergétique où on fait vraiment attention à nos consommations énergétiques. Donc il y a ce volet-là de l'offre de soins performante, et puis le dernier challenge c'est vraiment par rapport en fait au patrimoine qui est très très conséquent, comme je vous disais 3,5 millions de mètres carrés. Et donc ce patrimoine, il bouge beaucoup, il évolue énormément avec des sessions, avec des opérations de réhabilitation, avec de la modularité, parce que du coup l'hôpital est un espace qui est très modulable et il s'adapte du coup. Le meilleur exemple qu'on a vu c'était pendant le Covid, hein, l'hôpital a dû s'adapter très très vite et aménager des nouveaux espaces de réanimation, etc. Donc on a un patrimoine qui est très conséquent et donc on a une gestion patrimoniale très structurée à la PHP, mais il fallait également en fait venir corréler ça avec nos consommations énergétiques pour notamment répondre du coup aux exigences du décret tertiaire et déclarer tout ça sur la plateforme Opérate.
Et donc, c'est là aussi on a eu un accompagnement de la part du Big Green là-dessus. Oui, tout à fait. C'est qu'en fait, effectivement, il y a eu déjà une première étape de rassembler, de collecter toute cette donnée provenant de part et d'autre et répartie sur l'ensemble de vos structures, tout en aussi interconnectant toutes les données patrimoniales de manière à pouvoir ensuite tout centraliser, pouvoir analyser selon des standards de données pour pouvoir ensuite passer à des plans d'action, d'amélioration continue sur vos structurations, mais tout en assurant cette supervision de la consommation énergétique de l'ensemble de vos sites. Pardon? J'ai dit tout à fait, et en fait, c'est un petit peu tout ça, ça s'est structuré un peu comme ça, parce qu'effectivement, on était sur une offre Big Green, donc de management de l'énergie, de rapatrier toutes les données sur la même plateforme. Après, du coup, on l'a fait évoluer avec l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité, la fonctionnalité décret tertiaire, sur laquelle, en fait, on est venu greffer toute la partie patrimoine et flécher, du coup, les surfaces conformément aux segmentations du décret tertiaire, pour par la suite, du coup, injecter toutes les EFA sur Opérate. Oui, finalement, vu que votre politique énergétique était déjà entamée avant, on va dire, l'aspect réglementaire du décret tertiaire, vous l'avez intégré tout naturellement dans votre stratégie de performance, qui vous a finalement peut-être permis aussi d'identifier d'autres clés d'optimisation par rapport aux années de référence que vous avez pu constater peut-être ou mis en place des analyses ou des référentiels différentes par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire, puisque, comme vous le disiez précédemment, la politique énergétique à la PHP était déjà bien entamée. Tout à fait. En 2013, oui. Ouais, on avait donc, on continue d'ailleurs d'avoir une politique énergétique institutionnelle, mais l'évolution, c'est que du coup, on a pu adapter, on a pu mettre en place, on va dire, un calcul beaucoup plus personnalisé pour chaque site via donc Ubiquity et son calculateur automatique pour définir une année de référence optimale qui nous permette de répondre plus efficacement donc aux objectifs de réduction du décret tertiaire. Cette étape, elle était vraiment cruciale pour nous parce qu'on est passé d'une année institutionnelle. Donc, pour tous les sites, on avait la même année de référence, qui était 2013. Et au final, on a pu affiner ça via le calculateur du coup du Big Green. Une fois qu'on a injecté en fait toutes nos données dedans et qu'on a un historique de 2013 du coup jusqu'à 2022. Donc là, l'outil a pu calculer beaucoup plus finement une année de référence plus adaptée à chacun des sites et à ses spécificités et à ses consommations. Ouais, très bien. Donc, en fait, c'est ça, oui, que cela vous a apporté. C'est au-delà de tout ce que vous avez déjà mis en place, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un outil vif et évolutif parce que le parc immobilier vit et dynamique et change des standards ou des référentiels en implémentant du réglementaire ou en fonction de stratégies de réaménagement, d'acquisition ou voilà, d'optimisation de sites ou autres. Et des outils centralisés vous permettent vraiment, finalement, au-delà du réglementaire, de s'y conformer, mais de pouvoir avoir toujours cette vue et de s'adapter à un environnement qui est de toute façon dynamique et évolutif. Oui, tout à fait. Très bien, on va conclure par la politique. Alors, vous nous avez très bien expliqué la politique de transition énergétique ambitieuse que vous avez. Aujourd'hui, voilà ce qui est mis en place au sein de la PHP. Quelles sont les prochaines étapes, vos objectifs à moyen terme pour le coup? Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Oui, alors en fait, nous, à la PHP, la ligne directrice, on va dire, de notre politique énergétique et depuis son apparition, donc le dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, on essaie vraiment de se calquer par rapport à cette nouvelle réglementation à laquelle on est assujetti. On va bien évidemment au-delà avec d'autres actions que je vous explique
évoqué, donc le mix énergétique, une meilleure gestion de nos énergies, une sensibilisation auprès de nos agents, etc. Mais vraiment, l'objectif, du coup, c'est essayer de suivre donc, les étapes du décret tertiaire. Donc, pour résumer un petit peu, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. On a d'abord réussi donc, à mieux maîtriser toutes les données de consommation, à avoir une meilleure gestion de nos consos. Par la suite, on a fait donc la déclaration opérate. Là, actuellement, on est à l'étape, on va dire, numéro 3, qui est soit une étape qui consiste en fait à faire des audits énergétiques sur l'ensemble de notre patrimoine. Donc, ça sera des audits énergétiques par GHU. Donc, là, on va lancer prochainement les appels d'offres là-dessus. Et donc, à la suite des conclusions de ces audits énergétiques, on pourra beaucoup plus précisément mettre en place un plan d'action, bien cibler du coup les actions qu'on mettra en priorité et toutes les opérations d'efficacité énergétique qu'on mettra en priorité sur le parc, donc de la PHP. On va avoir aussi des actions à moyen et à long terme. Et puis on va structurer tout ça via un schéma directeur des énergies qui va s'étaler en fait sur les 3 décennies qui vont correspondre du coup aux 3 décennies de réduction du décret tertiaire. Donc on en est vraiment là. Là c'est vraiment l'étape état des lieux, diagnostic et audit pour avoir une idée beaucoup plus claire sur nos consommations énergétiques, les parties les plus énergivores et donc faire aussi un tri donc dans notre patrimoine pour toutes les sessions, les évolutions, etc., les nouvelles constructions. Donc, ça sera voilà, ce grand état des lieux qui, par la suite, pourra nous donner une idée plus claire pour élaborer notre plan d'action. Mais dans cette attente, en fait, on a également déployé d'autres actions via donc, le plan de sobriété qu'on a mis en place et qui fait écho un petit peu au plan de sobriété gouvernementale, avec plusieurs actions donc, à court terme, donc tout ce qui est quick wins, avec les sensibilisations au niveau des sites et des GHU, et les actions en moyen terme, donc tout ce qui est opération plutôt éligible au C2E. On en a fait comme sur la 4e vague, tout ce qui était isolation de l'enveloppe, et donc là, on est sur on fait une étude, en fait, comme disait votre collègue tout à l'heure, sur nos GTB, etc., pour avoir un meilleur pilotage, parce qu'on est aussi assujetti au décret BAX. Et donc, après, par la suite, donc là, ça sera des actions à plus long terme, où là, effectivement, on aura des actions avec des temps de retour beaucoup plus importants, mais des actions beaucoup plus conséquentes qui vont du coup prendre en compte aussi bien les équipements que toute l'enveloppe en fait du bâtiment. Très bien, très clair. Merci beaucoup Leïla pour cet échange, ce partage qui est très riche et en tout cas inspirant, parce que c'est vrai que c'est une structure, on la connaît et maintenant on en sait un peu plus sur la partie énergétique et c'est vraiment très voilà, une belle structure à accompagner pour nos équipes UbiGreen. Et dans cette politique qui est évidemment évolutive et au quotidien, à long terme, pour pouvoir mener des actions précises en fonction de ce que vous évoquez, des sites, des consommations par fuite, etc. Donc, merci encore Leïla pour cet échange. On va passer donc très rapidement, voilà, en quelques mots quelques mots sur UbiGreen. UbiGreen a été créé en 2012. L'équipe est composée de 47 collaborateurs passionnés, engagés, répartis sur 3 sites en France. Nous avons la chance d'accompagner plus de 150 clients, représentant 43 000 utilisateurs. Et donc, ce qui représente une unité de données répartie sur près de 50 000 bâtiments. Donc, nos clients, qui sont-ils? Ils sont issus de différents secteurs d'activité, de toute taille. Vous avez, comme on l'a vu, la PHP, qui dispose de grands patrimoines, ou encore d'autres grands acteurs du secteur tertiaire ou assurance. Et vous avez aussi, on accompagne également des collectivités dans leurs enjeux de sobriété ou de performance énergétique, et des entreprises de transport également, ou de retail. Pour finir, nous allons passer à la session questions-réponses. Et je vais me retourner vers Charlotte, à savoir si nous avons eu quelques
quelques questions sur notre chat. Oui, alors nous allons répondre aux quelques questions que nous avons eues. Alors, la première question, est-ce que la GTB doit être installée pour un bâtiment existant sur les systèmes existants ou uniquement sur les nouveaux équipements? Alors, c'est dès lors qu'un système technique fait l'objet d'un renouvellement total ou partiel et au plus tard le 1er janvier 2025 si la puissance nominale des équipements est supérieure à 290 kWh. Je ne sais pas si Jeff veut compléter, mais voilà. Sinon, la deuxième question que nous avions, donc le décret BECS concerne-t-il la puissance nominale calculée par la tension multipliée par l'intensité ou bien la puissance calorifique? Donc, il concerne la capacité des équipements tout fluides. Donc, c'est la puissance d'entrée. Très bien. Et nous avons une dernière question. Est-ce que la solution UbiGreen s'interface avec les GTB? Donc oui, on sait s'interfacer facilement avec une GTB pour centraliser les informations et utiliser les outils d'analyse UbiGreen. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si certaines personnes ont envie de poser voilà, d'autres questions. Mais sinon, bien sûr, vous pouvez nous contacter par la suite si vous avez d'autres interrogations. Oui, n'hésitez pas. Merci Charlotte. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou vous souhaitez un échange avec un expert UbiGreen, vous pouvez nous envoyer vos demandes sur notre boîte mail communication@ubigreen.com. Vous avez également la possibilité d'aller sur notre site internet et de prendre un rendez-vous pour un échange avec un expert UbiGreen. Donc voilà, mais ça y est, on a terminé. Il est 12h03, presque pile à l'heure. Donc un grand merci en tout cas à tous pour votre participation. Nous espérons avoir répondu à toutes vos interrogations ou du moins vous avoir apporté quelques informations intéressantes à apporter au sein de vos entreprises. Voilà. Donc n'hésitez pas à consulter nos sites internet et à nous continuer à regarder nos actualités, nous suivre parce qu'on a pas mal d'articles dans notre blog Energy Workspace. Donc, allez consulter. Et puis, si vous souhaitez un peu plus d'informations, l'équipe UbiGreen est à votre disposition pour y répondre. Voilà. Merci encore. Je vous souhaite une très bonne journée et rendez-vous au prochain webinaire qui aura lieu en septembre. Voilà. Belle journée. Bonne journée. Merci beaucoup. À tous. Bonne journée.